Rochelle, et Jérôme Triorel, directeur du Festival des Vieilles Charrues, à l'occasion de la sortie du livre Élixir. En ce moment, au forum, au premier étage de votre magasin. Merci. Voilà. Bon, et puis on ira venir à choisir vos livres après. Oui, approchez. Vous restez 5 minutes avec nous? Ouais. Allez, 5 minutes. Par solidarité. On va commencer par parler de 2018. Donc, Gérard Pont, président du Printemps de Bourges des Francophonies de La Rochelle. Jérôme Triorel, directeur des Vieilles Charrues de Carhaix. Comment ça se passe les festivals cette année? C'est plutôt pas mal. On commence par quoi? Par le Printemps de Bourges. Le Printemps de Bourges, c'est dans pas longtemps. Oui, non, mais tout va bien. Je crois que les gens, c'est très curieux. Plus les gens sont sur Internet et plus on veut être ensemble. Voilà, les festivals se portent très bien. Et d'ailleurs, c'est très curieux. Plus les festivals d'ailleurs sont gros, ce qui n'est pas le cas du Printemps de Bourges, plus les festivals sont gros, plus les gens ont envie d'y être. Je crois que les gens ont envie d'être à 50 000 comme les gens. Voilà. Ouais. Donc non, on a une très belle programmation et je suis très heureux de voir le public y adhère. Le Printemps de Bourges, c'est au mois d'avril. Voilà. C'est une édition avec plus de femmes que d'habitude, si j'ai bien compris. Oui, alors c'est très curieux parce qu'en fait, évidemment, il s'est passé pas mal de choses cette année au niveau des femmes, mais en fait, on avait eu l'envie, à la mort de Simone Veil, de rendre hommage aux femmes, et là-dessus est arrivée l'affaire Weinstein, est arrivée, etc. Mais c'est pas du tout, donc du coup, ça peut paraître un peu opportuniste, ce qui n'est pas du tout, c'est pas le cas. On n'a pas non plus annulé à cause de ça. Et effectivement, on a essayé de faire en sorte, alors j'ai vu qu'il y avait d'ailleurs une pétition aux États-Unis pour que les festivals programme autant de femmes que d'hommes, mais ça aussi c'était pas compliqué. Et oui, c'est compliqué, et notamment dans le rap. Mais effectivement, on a fait une programmation avec autant d'hommes que de femmes. D'accord. C'est pas facile. Okay. Le Printemps de Bourges, c'est combien d'entrées payantes? Le Printemps de Bourges, ça doit être 60 000 entrées payantes. Ok. Les Francophonies de La Rochelle, c'est combien d'entrées payantes? C'est à peu près un peu moins de 100 000 entrées payantes. Ok. A priori, vu les locations, c'est bien parti pour... Ouais, super, non, vraiment. Mais bon, après, on a aussi les deux festivals qui ont presque 40 ans. Donc, il y a un public fidèle, même s'il se rajeunit. Voilà, ce ne sont pas deux gros festivals, mais ce sont deux festivals avec des notoriétés extrêmement fortes, et où le public sait qu'il va trouver des artistes confirmés, des jeunes talents, des créations. Et donc, il y a et puis aussi l'envie de fête, que ce soit à Bourges ou à La Rochelle, c'est quand même des festivals festifs. Et puis Bourges et La Rochelle, c'est deux festivals de ville. De ville, c'est ça que j'aime bien moi, sur le CV, voilà, ça permet aux artistes de se balader dans les rues, ça permet au public de rencontrer les artistes, ça permet aussi d'aller dîner au restaurant, où voilà, on n'est pas toujours obligé de manger dans des food trucks. Tandis que les Vieilles Charrues, c'est un festival des chants. Ah papa, je te prends le micro. C'est un festival à la campagne. C'est un festival à la campagne, c'est mieux de le dire comme ça, je suis d'accord. Ça se passe bien cette année, les locations pour les Charrues? Très bien, on est sur une édition record cette année. On a eu la joie et la surprise de la mise en vente de la billetterie mi-décembre, de vendre plus de 120 000 billets en 2 heures et de même être obligé, contraint de suspendre la billetterie pour pouvoir annoncer un bout de suite de programmation, parce qu'on avait notamment Robert Plante, qui ne touche pas que le jeune public, un public plus âgé, qu'on avait un peu dans les cartons et qu'on voulait absolument annoncer, qui est les fans de Robert Plante puissent acheter le billet. On a dû suspendre pendant une semaine la billetterie, et aujourd'hui, on a 3 jours sur 4 qui sont complets. Il reste un peu moins de 10 000 billets pour la journée de Marquis de Sade et des Dépêche Mode. L'année dernière, c'était complet également. L'année d'avant, on n'était pas loin. L'année d'avant, complet aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis quelques années aux Vieilles Charrues? C'est l'effet Jérôme Triorel. Non, je pense qu'avec l'équipe, on a beaucoup travaillé sur les valeurs du festival, sur le pourquoi on a créé cet événement. L'idée, c'était de partager la musique, faire en sorte de proposer la plus belle photographie musicale de l'année. Effectivement, c'est un très grand rassemblement, donc c'est pas forcément très simple parce qu'il faut taper dans les grosses têtes d'affiches. Et c'est un milieu qui est devenu de plus en plus concurrentiel. On a aussi beaucoup joué sur tous les aspects qui vont agrémenter l'expérience des festivaliers sur les Vieilles Charrues. Alors ça passe de la restauration, ça passe par les toilettes, les parkings, tout un tas de choses. Et puis l'expérience aussi par la décoration,
les hébergements, les campings qu'on a pu faire. On a fait de très très gros efforts sur la déco, l'aménagement du site. Et on a agrandi le site sans augmenter la jauge et ça a beaucoup plu. Je pense qu'aussi on a fait des efforts particuliers, soigner la programmation en faisant en sorte de toucher toutes les couleurs musicales, toutes les tendances musicales, pour toucher tous les publics, ce qui fait que les gens peuvent venir entre amis et en famille. Et c'est ce maillage-là qui est vraiment très intéressant. Après aussi, on fait en sorte, c'est dans l'esprit de départ du festival, d'être accessible au plus grand nombre par le tarif. La journée, c'est 44 €, c'est moins cher qu'un concert dans un Zénith ou certains concerts individuels qu'il peut y avoir comme à Rennes ou aux Libertés. Et je pense que c'est aussi un des points importants qui fait le succès du festival. Ok. Jérôme, quand les Vieilles Charrues sont nées, on savait déjà ce qu'étaient les festivals, il y en avait déjà, il y avait des références. À la fin des années 70, quand Elixir naît, on n'a pas beaucoup de références. On a Woodstock, mais Woodstock c'était aux États-Unis, donc c'était très loin. Il y avait l'île de White. Il y avait l'île de White, effectivement. Mais là aussi, c'était en Angleterre. Oui, mais ça, on était quand même ici, quand on habitait, moi j'habitais donc à Brest, on lisait quand même beaucoup le New Musical Express, il y avait un autre journal, Moonmaker, et il nous parlait quand même beaucoup de ce qui se passait en Angleterre. Et c'est vrai qu'il y avait eu des tentatives de festivals en France, et qui avaient tout échoué parce que dans les années 69-70, les gens voulaient assister à des concerts gratuitement. Et donc évidemment, comme il n'y avait pas de billetterie, on n'achetait pas les billets sur internet, on n'achetait même pas les billets chez les disquaires, eh bien, quand les artistes étaient là, mais quand les gens ne payaient pas, ils ne voulaient pas monter sur scène parce qu'il n'y avait pas de cachet. Donc la plupart des festivals qui ont essayé de naître en 69-70 sont morts dans l'œuf. En fait. Et pourtant il y avait des programmations exceptionnelles. Hein. Il pouvait y avoir les Pink Floyd, il pouvait y avoir Grateful Dead, etc. qui étaient là, John Baez, Donovan, mais ils ne jouaient pas. Et donc effectivement, 10 ans plus tard, les choses ont un peu changé. Mais on avait quand même tous envie de vivre l'expérience. Il y avait eu le film sur Woodstock, hein, quand même. Ouais, que tout le monde avait vu. Voilà, et on avait envie de vivre ça. Alors, quelle idée avaient ces deux cousins qui, un jour, se retrouvent à Landerneau, donc ils habitaient dans ce coin-là, on est en 77, et ils créent l'association Elixir. Déjà, toi, tu n'es pas encore dans la boucle. Déjà, ils pensent à un festival à ce moment-là? Non, c'est qu'en fait, on était vraiment au bout du monde, et il n'y avait pas de concert. Ça n'existait pas, il n'y avait pas de salle, d'ailleurs. Les concerts avaient lieu dans les salles de sport. Et donc, la seule manière de faire venir des artistes, c'était de créer une association. Et à ce moment-là, on appelait des Parisiens qui avaient des contacts avec des artistes, parce qu'il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, si vous voulez avoir Neil Young, vous mettez contact Neil Young, et vous trouvez sur la boîte qui gère les concerts de Neil Young. À l'époque, si on voulait toucher un artiste, on ne savait pas où toucher. Donc il y avait des vagues numéros de téléphone comme ça qu'on se passait ces machins qui s'occupent de trucs. Voilà. Et on arrivait à trouver des artistes qu'on faisait venir là-bas chez nous, au bout de la Bretagne. Hein, le TGV, il n'y avait pas, la voie express s'arrêtait à Rennes. Ah oui, à Rennes. Même je crois que ça s'arrêtait au Mans. Donc les artistes, pour eux, c'était pas du tout intéressant de venir jusqu'à Brest. Ils avaient autant de temps de jours de perdu. La route, c'était une route nationale avec plein de virages. C'était vraiment pas du tout motivant pour les artistes de venir jusqu'au bout du monde. Donc des associations comme Elixir ou celle que j'avais moi, on faisait des concerts. Eux faisaient des concerts de folk parce que c'était facile pour eux de faire venir des artistes d'Angleterre par Roscoff Plymouth. Par bateau. Donc. Par bateau, voilà. Donc ils débarquaient à Plymouth et puis ils faisaient des concerts un petit peu dans... Et à l'époque, il y avait beaucoup de bistrots, comme en Écosse ou en Irlande aujourd'hui, il y avait beaucoup de bistrots, il y avait de la musique. Et donc, un artiste irlandais ou écossais pouvait faire 5, 6, 10 concerts entre Brest, Châtelain, Quimper, Banalec. Il y avait énormément de bistrots et les gens étaient payés au plaques. Hein. Il n'y avait pas d'intermittence, il n'y avait pas de cachet. Ils venaient jouer et on leur filait un billet. Alors ces deux cousins, ils viennent te voir parce que tu es libraire à Brest à ce moment-là, fin des années 70, et c'est parce que toi tu organises des concerts plutôt de chansons françaises. Ouais, alors je ne sais pas pourquoi ils sont venus nous voir, parce qu'à ce moment-là on avait créé une association qui s'appelait, je sais plus, en tout cas, qui regroupait toutes les associations pour on fasse pas des concerts en même temps. Donc on faisait une réunion tous les mois, toi tu fais un concert Cambre, alors ça s'appelait Cacophonie, c'est-à-dire bien trouvé. Et je sais pas, il m'avait repéré, parce que j'en sais rien, je sais pas pourquoi il m'avait repéré moi, hein, mais après ils sont venus voir en me disant on a vu un festival à Cambridge, un grand festival de folk, on va faire ça chez nous, est-ce que tu veux nous aider? Parce que tous les copains de leur association à Landerneau leur avaient dit mais ça marchera jamais, on ne vous suit pas, il faut prendre des risques financiers, on ne fait pas. Et ils étaient venus me voir, et moi j'ai dit ouais ok, super. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on met les choses en place. Alors c'est la première édition, il n'y a pas
grosse tête d'affiche, la scène. Voilà, la scène, ce sont des hangars, parce que comme les deux plus imbillants, c'est des paysans, ils avaient des copains qui pouvaient prêter un hangar. Donc on démontait un hangar, on le remontait dans le champ, et on mettait un plancher au niveau Et alors, c'était pas des têtes d'affiche, comment dire, très connues, mais là-bas, chez nous, parce que, au bout du bout, là-bas, les folkeux, on connaissait Clannad, on connaissait John Martin, Burt Jansch, c'était des stars de la folk music. Ouais. Donc, c'était important pour nous, et puis c'était pas cher. Alors, il y a un chroniqueur musical de rock and folk, je crois, qui va voir le festival, et puis qui écrit dans son papier qu'on se croyait dans un motocross, tellement il y avait de poussière. Oui, parce que le paysan qui nous avait prêté son champ, il venait de le moissonner. Je ne sais pas si il y a des gens qui... quand on moissonne un champ, c'est des petites pailles, et la terre... Et donc là, on s'est retrouvé dans un truc qui était un peu hostile. Mais on était tellement heureux, c'était quand même une période... Il faut savoir qu'avant ça, la jeunesse n'existait pas. Les adultes, aujourd'hui la jeunesse est partout, hein, à 80 balais on est jeunes. Mais à l'époque, les jeunes n'étaient pas aimés, donc on était vachement contents de se retrouver tous ensemble. D'ailleurs, c'est très bizarre parce qu'à l'époque, le festival, on était assis par terre. Enfin, aujourd'hui, c'est debout, c'est yo, mais là, on était assis, on était tous ensemble, on avait, les filles avaient des salopettes, des robes à fleurs, c'était très cool. C'était très cool. La première édition se passe bien. Enfin, il y avait le maire avait quand même demandé un camping pour garçons et un camping pour filles. Oui, c'est l'anecdote, effectivement. C'est important. On se mélange pas encore. C'est très catho la Bretagne à l'époque. Très catho, mais très catho. Donc, on n'a pas été vérifié. Mais en tout cas, on a fait croire qu'il y avait un camping pour garçons et un camping pour filles. En tout cas, la première édition marche suffisamment bien pour qu'une deuxième se mette en place. Oui, sauf que le maire de la commune dit, écoutez, c'est formidable, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu d'agression. Formidable, mais moi je ne re-signe pas 2 fois. Et là, il faut repartir pour trouver un nouveau lieu, et ça va durer pendant 10 ans. Il va falloir chercher un lieu, parce que le maire, aujourd'hui, enfin moi qui dirige les francophonies, je peux vous dire que tous les 15 jours, tous les 3 semaines, il y a un maire qui me demande d'organiser un festival dans sa ville. À l'époque, les maires, ils avaient une peur terrible de la jeunesse. Et ils étaient super contents qu'ils avaient signé 1 fois et pas 2. Quoi. Donc c'était effectivement, on a trouvé une deuxième destination dans le Nord Finistère, au bord de la mer, mais c'était très compliqué parce que c'était sur le sable, il n'y avait plus à torrent comme dans le Finistère souvent. Pardon, carré. Et donc il fallait remblayer ce terrain, c'était assez dur. Quoi. Et c'est vrai que pendant toute la durée, la petite dizaine d'années d'Elixir, un des gros soucis, ce sera de trouver un lieu d'accueil. Toujours, parce que les gens, et puis il y a des rumeurs, comment dire, il y a des enquêtes qui sont faites, évidemment les enquêtes sont à charge, en disant que les gens se promènent nus dans les rues, que les gens vont dans les cimetières, et évidemment si tout ça s'était passé, je peux vous dire que le Télégramme et l'Ouest France, c'est la raison d'Ouest France, ils seraient délectés de ce genre de choses. Tout ça c'était du pipeau, mais il fallait quand même se battre contre ce... Et donc on passait une bonne partie de l'année à essayer de trouver une ville qui va bien nous accueillir. Alors qu'une vingtaine d'années plus tard, je crois que la naissance des Vieilles Charrues à Carhaix, le maire de Carhaix est dans l'équipe organisatrice. À l'époque, le maire de Carhaix n'est pas dans l'équipe organisatrice, mais le président de l'époque est devenu le maire de Carhaix. Voilà, en 2001. Effectivement, ce que dit Gérard, c'est une des grandes différences par rapport à ce que nous on vit depuis 20 ans, 27 éditions Vieilles Charrues. Et ce qu'a vécu Gérard au moment d'Elixir, c'est que les maires ne voulaient pas d'événements sur leur commune pour des raisons électorales d'apaisement de la population. Aujourd'hui, tous les maires veulent un événement. Les maires, les députés et autres, on a fait des conférences à l'Assemblée nationale, on a vu les élus des régions, etc. Dernièrement, on a vu cette semaine Vauquier qui va dépenser 400 000 € pour accueillir Tomorrowland à la montagne. Bon, si ces électeurs sont d'accord... Et le maire de l'Alpe d'Huez de se passer met 1 million d'euros de subvention, 1 million d'euros plus 400 000. Je peux vous dire qu'en 79, 80, 81, les maires ne mettaient rien, surtout de ne pas se faire... Alors en 2018, il y a des maires, il y a des présidents de région, de département qui mettent toujours rien non plus. Les Charrues, il y a 0 subvention. Donc ça dépend des projets politiques et ça dépend des personnalités politiques aussi. Alors, en tout cas, Jean-Pierre Billan, donc un des 3 fondateurs, prend les choses quand même très au sérieux parce que dès la deuxième année, il va visiter des festivals en Suisse, en Belgique, en Angleterre. Il a envie de savoir comment ça se passe pour faire grandir son festival.
les gens qui étaient deux, il y avait Jean-Paul et Pierre. Pierre, c'était le paysan taiseux qui parlait vraiment pas du tout. Jean-Paul, c'était exubérant. Et lui, il avait envie aussi de dire qu'il avait un festival, et donc ça lui plaisait beaucoup de faire le tour d'Europe. Et effectivement, ça inspirait. Mais il y avait aussi ce côté, voilà, on était fiers d'avoir notre festival et de montrer qu'on était dans la cour des grands, et on voulait, alors qu'on était microscopique, on voulait se comparer à tout ce qui se passait en Europe, sauf en France. Il y avait Pink Pop, il y avait Paléo déjà, il y avait partout des festivals, sauf en France. Et donc nous, on voulait faire. On croyait qu'on était dans la cour des grands. Ok. La grosse première affiche, la 4e édition, 1982, Joe Jackson, Jimmy Cliff, Moon Martin, Echo and the Bunnymen, c'est parti là. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où... alors, en fait, c'est Murrayhead qui nous a vraiment beaucoup aidé, parce que Murrayhead était une star à ce moment-là, et il n'avait jamais joué en France. Et Pierre Billon est allé chez lui à Londres. Alors c'est drôle parce qu'il est allé vraiment chez lui. À un moment donné, Murrayhead a dit, écoute, j'ai une course à faire, tu peux garder mon fils. Et donc Pierre Billon s'est retrouvé à garder alors le fils et la relation entre Murrayhead et Pierre Billon s'est extrêmement bien passée. Et comment dire, ensuite Pierre Billon a organisé une tournée de Murrayhead après le festival, c'était un tel triomphe de Murrayhead à Pognon 13 qu'il a organisé une tournée de Murrayhead en Bretagne qui s'est extrêmement bien passée. Et donc l'agent de Murrayhead est devenu vraiment notre agent. C'est-à-dire qu'il rassurait les Anglais. Ouais. Alors, si tu vas là-bas, tu vas être payé, il y aura une bonne sono, il y aura du public, le cadre est formidable. Et grâce à cet agent anglais, qui nous faisait court-circuiter tous les agents français qui étaient très fous furieux, parce que évidemment, on traitait directement avec les Anglais, on leur coupait le boulot. Mais ça permettait d'avoir des artistes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de festival d'été, on était les seuls. Donc eux, les agents français, ça ne les intéressait pas de travailler pour une date. Donc, ils disaient non, il n'y a rien. Et donc, quand on traitait avec les Anglais, évidemment, on était fous furieux, mais on avait les artistes. Et grâce à ce contact en Angleterre, effectivement, on a pu convaincre toute cette new wave, parce que les Echo and the Bunnymen, Waterboys, il y a une génération d'artistes new wave, alors un peu plus folk que du tout, mais qui sont venus. Et effectivement, à ce moment-là, ce qui s'est passé, alors en temps en 82, c'est un an après l'élection de Mitterrand. La télévision a radicalement changé. Il y a des émissions de rock partout, avec Manval, avec l'Écho des Bananes, etc. Donc, il y a un événement rock, la télévision est là. Ouais. C'était formidable pour nous, parce qu'on était devenu en 2 ans un événement national, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Ouais. Et donc, on avait une promo incroyable. Et donc, les artistes venaient. Joe Jackson, par exemple, il avait dit non, je ne fais pas ma tournée française en 83, je viens d'abord à Elixir en 82, ce qui était. C'est qu'est-ce que je peux donner d'équivalent aujourd'hui, mais c'est formidable pour nous, très fiers. Elixir est finalement tombé au bon moment, fin des années 70, début des années 80. Tu parlais tout à l'heure des autres festivals qui n'ont pas su durer. Si Elixir a duré, c'est sans doute parce qu'ils sont tombés au bon, parce que vous êtes tombé au moment, et parce que vous avez su vous professionnaliser assez pour endiguer le flot de public, pour qu'il n'y ait pas trop de resquis. C'était un peu le gros défaut de ce festival. Oui, on était une équipe avec beaucoup de compétences en fait. Alors pas super unis, clairement, mais le directeur, le professeur de physique était devenu directeur technique. Il était super talentueux. Il a inventé les 2 scènes, il a inventé les toilettes mobiles, il a inventé vraiment le business des bars. On a été les premiers à imaginer des camions-citernes avec des tuyaux souterrains pour alimenter les bars. Tout ça, aujourd'hui, c'est une évidence, mais ça ne l'était pas. Donc on avait lui, il y avait Pierre qui était trouvé pour la programmation, moi j'étais pour la com. Donc on a été déjà assez professionnels pour faire exister cet événement nationalement. Et après, effectivement, on a inventé les bracelets. Pour que les gens ne truandent pas. Donc effectivement, le fait que l'argent rentre a fait que le festival a duré. Et puis que les artistes aussi soient payés, donc faisait qu'ils avaient envie les agents avaient envie de renvoyer des artistes. Ouais. Jérôme, il y a le bouquin, il y a aussi un film. Et quand tu as regardé le film, tu t'es aperçu qu'ils avaient inventé plein de choses et que ça t'aurait même apporté des choses de voir ce film avant. C'est vrai que c'était au mois de vacances de la Toussaint, je crois, il y a la première projection, Gérard m'avait invité, et de découvrir le mode opératoire de la construction du festival, c'était un électrochoc, parce que effectivement mettre du barrérage pour fermer le site avec les grandes palissades en fer, les grandes tôles qui servent pour les toits normalement, c'était assez hallucinant de voir sur la première édition, il y a une scène avec une structure de hangar. C'est assez ingénieux comme idée. Des mètres linéaires de bar en palette, il fallait y penser à l'époque. Et puis à un moment donné, pour faire patienter le public, il
fois qu'ils ont bu quand même 2 bières, il faut que le concert s'enchaîne. On sait que c'est assez long, les enchaînements de concerts, et de plus en plus, hein, aujourd'hui, avec tout le matériel qu'ils peuvent avoir, et bien, de créer la deuxième scène côte à côte et pour jouer en alternance, avec quand même un petit intermède. À l'époque, ils avaient inventé la publicité entre les concerts avec un drap. Tu me dis si j'ai des bêtises, mais un drap entre les scènes, et je pense que c'est un des points de départ de Morgan Prod aussi. Voilà, tous les points ont été imaginés, et qu'effectivement, quand on analyse un petit peu toute la construction de l'événement, la modalité d'accueil du public, à un moment donné, on voit dans le film les deux Gérard qui vont passer un message timidement au micro en disant qu'il y a des navettes qui vont partir à la porte. Je ne sais pas pour quelle porte c'est, mais on sait que la navette va partir. Voilà, c'est toute la construction, la structuration d'un événement dans la modalité d'accueil du public du départ, de l'arrivée au départ. Les bases, elles sont là, quoi. C'est ça qui est assez génial, et c'est vrai que nous, quand on se pose des questions, ou on se repose des questions, quand on essaie de réinventer nos événements, eh bien, de voir le film un peu plus tôt, ça nous aurait fait gagner du temps, je pense. D'accord, alors, 1983, c'est Bang Bang, Joe Cooker, Stranglers, Kingston et Adele, 84, les Stray Cats, Nina Hagen, Fela, Tessematic, et peut-être premier gros afro en 85, c'est plus Elixir, c'est Roxane. Oui, parce qu'on était très naïfs. Et alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec le temps, on s'est professionnalisé et on était devenu le grand festival. On était même sans doute un peu cacou, quoi. On était fiers de notre festival. Et tous les gens un peu borderline qui étaient avec nous, parce qu'il y avait des fous, des illuminés géniaux, mais on les a écartés. On les a écartés. Non, mais attends, t'es jamais là quand il faut, t'es jamais au rendez-vous, t'es pas à l'heure. On les a écartés, tous ces gens qui finalement donnaient l'âme du festival, mais qui n'étaient pas carrés. Et ce qui était une bêtise, mais qui était en même temps nécessaire, parce que le truc était devenu, je pense qu'on a vécu la même chose au Vieille Charrue, entre l'équipe de départ, quand ça devient le plus grand festival de France, et ben, ça impose un peu d'organisation. Et donc on a viré ceux qui n'étaient pas carrés dans l'organisation. Et ces gens-là, ils étaient vachement tristes plus de l'organisation. Plus que tristes, ils étaient agacés. Donc ils ont déposé le nom Elixir. Et nous, on n'avait pas du tout pensé qu'il fallait déposer le nom Elixir. Et là, il y a l'huissier qui est arrivé en disant, voilà, on n'a plus le droit d'utiliser le nom Elixir. Et puis il fallait retrouver un nom à la hâte, on appelait ça Roxette, c'était moins bien, Mais voilà, et à ce moment-là, c'était l'année où non seulement on n'avait plus de nom, on n'avait plus de lieu, mais on avait des Clash, on avait des Depeche Mode, et on ne savait pas où ils allaient jouer. Alors 85, Clash, Leonard Cohen, Depeche Mode et Ramones, Midnight Oil, Toots and the Metals, l'affiche de rêve. Ouais. Même aujourd'hui, les Charrues signent des demain pour une affiche pareille. On ne les a pas tous les ans, certains sont plus parmi nous, mais on se rattrape. Non, mais c'était terrible parce qu'on avait des stars, mais on n'avait pas de lieu. Et donc ça, c'est quand même... tu flippes quand 2 mois avant, tu ne sais pas où va avoir lieu ton festival. Sur le billet, il n'y a pas de nom de lieu. J'ai ce billet. Donc, on se disait, on va rester là. Et au dernier moment, Guéhenno, on a insisté, ils ont voté à une voix de majorité. Mais alors en plus c'est des trucs, oui mais non ça va pas être possible parce que c'est la moisson à ce moment-là, les tracteurs vont pas pouvoir passer. Enfin, et nous on est avec des clashs de Depeche Mode et on nous oppose des arguments qui sont, que je comprends, qui sont de la réalité de chacun en fait. Mais voilà. En tout cas cette édition se passe bien. Cette édition à Guéhenno 85. Elle se passe pas bien parce que donc on trouve un lieu au dernier moment, mais là aussi on était un peu naïfs, on avait reçu une lettre des impôts disant qu'ils nous réclamaient 1 million de francs. Mais quand on réclame 1 million de francs, ça me paraît pas possible. C'est surréaliste. Et donc, non, mais c'est pas possible. Et donc, on avait mis sous une pile de papier. Et la veille du festival, ils sont passés chez tous les disquaires prendre l'argent. Et donc, la veille du festival, nous n'avions plus d'argent. Nous n'avions pas d'argent. Or, beaucoup d'artistes avaient été payés d'avance, puis nous étions allés chercher quand même un peu d'argent au fur et à mesure. Mais les derniers sous que nous avions besoin pour payer le service d'ordre, la sono, tous les gens qui sont payés sur place. Et là, nous n'avions plus d'argent. Donc une négligence qui coûte cher. Très très cher. On n'a plus de nom, plus de lieu et plus de sous. Et en plus, il vous arrive une aventure assez incroyable, c'est que votre sponsor principal, qui s'appelle Nouvelle Frontière, vous demande d'organiser un méga festival la même année en Grèce, avec une affiche un peu du même genre. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'année précédente, Nouvelle Frontière nous avait dit vous êtes les meilleurs pour organiser le festival. En fait, je pense que c'est parce que nous étions bretons et qu'ils se disaient qu'ils nous tireraient un peu plus en tant que parisiens. Bon, voilà. Bref, en tout cas, ils nous demandent d'organiser ce festival à Athènes parce que François Mitterrand avait décidé, il était président de l'Europe, et il avait décidé que chaque année, une capitale européenne de la culture. Et c'était à Athènes la première.
Et donc, Nouvelle Frontière se dit, mais c'est formidable, on va pouvoir organiser des voyages, gagner de l'argent avec les billets d'avion, et ils nous demandent d'organiser ce festival à Athènes. Sauf qu'on met la même programmation à Athènes et à Elixir. Et Elixir, on est, enfin Roxane. Et là, on a plus de sous, donc on prend l'argent que Nouvelle Frontière nous a donné pour Athènes, pour réussir à faire Elixir, enfin Roxane à Guéhéno, parce qu'on se dit que si on annule Guéhéno, ils ne viendront pas à Athènes. Là, on sera très très mal. Et donc, ça permet de sauver Guéhéno. On est obligé de retourner voir Nouvelle Frontière en disant, tu sais, monsieur Nouvelle Frontière, l'argent que tu nous as donné pour Athènes, ben, On l'a plus. on l'a plus. Donc, ben, lui, il ne veut pas se mettre mal avec le gouvernement grec, dont il espère avoir les faveurs pour le business. Donc, il nous redonne de l'argent. Là, on pense que c'est gagné, sauf qu'on n'avait pas pris de groupe grec. Et là, il y a eu des émeutes, et le gouvernement grec nous a demandé d'ouvrir gratuitement les portes, et 40 000 personnes sont rentrées gratuitement. C'est quand même incroyable. Les anarchistes vont foutre le festival en l'air, c'est un peu ça qui s'est passé. Ouais. Ben oui, parce qu'en fait, à ce moment-là, en 85, nous, ça fait déjà 5-6 ans qu'on est dans un gouvernement socialiste, mais eux, ils viennent de sortir de dictature. Donc il y a encore, les choses sont... Nous, on a Bernard Tapie, on ne sait plus très bien où on est. On est à la fois au monde des entreprises, on est de gauche. Mais là, eux, ils sont encore dans un truc, en Grèce, la droite a été une dictature et la gauche arrive, donc il y a des choses politiques très très sensibles que nous, on ne maîtrise pas, en fait. Jérôme, on parle des problèmes financiers. Les Vieilles Charrues est le plus grand festival de musique actuelle en France. Ça reste un festival financièrement fragile? Oui, parce que le festival ne bénéficie pas de subventions publiques. Donc les 600 000 dont je parlais, ou les 400 000 ou les 1 million dont parlait Gérard, ça on n'en voit pas la couleur. En revanche, on a les mêmes contraintes et mêmes obligations que n'importe quelle entreprise. Donc on a tout ce qui est lié aux impôts, à l'URSSAF, etc. Et on est contrôlé au même titre que n'importe quelle entreprise. Donc il faut être très vigilant justement pour ne pas connaître la même mésaventure que l'équipe d'Elixir à l'époque. Et qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires du Festival des Vieilles Charrues, c'est 17 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent pour une association à but non lucratif. C'est la plus grosse entreprise de Carhaix. C'est certainement la plus grosse entreprise de Carhaix, la plus importante du centre-Bretagne même. Et donc chaque année, voilà, on fait tapis. On est obligé d'engager des sommes importantes, des avances pour les groupes, une fois qu'on les confirme. On les confirme de plus en plus tôt, donc il faut qu'on lâche de l'argent beaucoup plus tôt. Et on vit aujourd'hui à 80% grâce au public et 20% aux partenaires et mécènes. Vous faites des calculs, hein, par rapport à 17 millions d'euros, ça fait des enjeux financiers importants. Donc on est obligé aujourd'hui, pour continuer d'exister, continuer à faire nos bêtises, que j'aime bien raconter, de vendre quasiment tous les billets chaque année pour imaginer l'édition l'année suivante. Et il y a quelques années encore, on avait, pour vous donner quelques ordres d'idées, un budget de programmation qui est autour d'1,7 million d'euros. Aujourd'hui, on est à 4,5 millions d'euros en moyenne, budget de programmation. Le billet à l'époque devait être à une trentaine d'euros, aujourd'hui il est à 44. Il n'a pas augmenté de manière proportionnelle comme on l'a fait au niveau de la programmation. Donc il a fallu augmenter notre risque, ce qu'on a fait aussi. Il y a quelques années, il fallait vendre autour de 160 000 billets sur 220 000 billets publics. Et je mets à part les billets VIP, vous comprendrez pourquoi tout de suite. Aujourd'hui, il faut qu'on vende quasiment 180 000, 200 000 billets chaque édition. À Carhaix, donc une ville de 7 000 habitants, à 2 heures de Rennes, même si on a une programmation attractive, psychologiquement, 2 heures, on va dire que c'est loin. Alors c'est pour ça aussi que le camping est gratuit, les parkings sont gratuits. Et les partenaires, je parlais tout à l'heure, 20% des recettes du festival, ce qui est beaucoup d'argent, mais ça nous permet de maintenir ce prix de billet à 44 euros. S'ils n'étaient pas là aujourd'hui, le billet serait 15 euros plus cher. Si le billet est à 15 euros plus cher, on serait sur un prix de marché à peu près équivalent aux gros festivals en France, qui sont plutôt en moyenne à 70 voire 90 euros la journée, et ce serait plus des Vieilles Charrues. Donc on a accepté de prendre ce risque-là. Alors à nous de faire en sorte d'avoir une programmation attractive, mais pas que, d'avoir un site sympa, d'avoir un camping où il y a une bonne ambiance, d'avoir de la restauration avec les producteurs locaux qui proposent des prix, des offres et des prix accessibles également, pour qu'on fasse vraiment un festival vraiment atypique et singulier par rapport aux grosses machines qu'on peut voir aujourd'hui. Donc oui, chaque année, c'est le risque. Donc quand on ouvre la billetterie et qu'on voit que ça marche très fort et très vite, bien, on est déjà soulagé pour pouvoir envisager l'édition à venir de manière beaucoup plus sereine, aller plus loin dans nos délires, et puis surtout d'envisager la suite. On sait qu'on pourra faire
une édition en 2019, mais il y a des années, je peux vous dire qu'à l'ouverture des portes du festival, on n'avait toujours pas équilibré les comptes et on n'envisage pas la suite de la même manière psychologiquement. 20% de partenaires privés, on peut faire mieux ou c'est difficile? On est arrivé quasiment au maximum de nos possibilités parce qu'on a poussé les murs pour créer des œuvres. Alors, ils ne viennent pas uniquement parce qu'on est sympa, ils ne nous donnent pas de l'argent uniquement parce que c'est les charrues, etc. Ils attendent un retour. Le retour, il est simple, c'est des places pour organiser leurs opérations de relations publiques. Nous, c'est autour de 6000 personnes qui viennent chaque jour avec leurs clients, leurs prospects pour faire du business. C'est devenu un endroit où au mois de juillet, les entreprises bretonnes viennent faire du business, se rencontrent, etc. Ils viennent pour associer leur marque, leur nom à l'image des vieilles charrues pour aussi en faire du business et également pour des activations qu'ils font sur place pour toucher le public et sensibiliser le public par rapport à leur univers, leur marque, etc. Et là-dessus, les vieilles charrues, même si je vous explique que c'est pas forcément hyper simple à monter comme business plan, eh bien, on s'est rajouté un boulet au pied pour continuer le chemin du festival en mettant en place, c'était en 2009 à l'époque avec Jean-Philippe Quignon qui était co-président et co-programmateur, une charte des partenariats qui nous dit en gros ce qu'on veut faire et pas faire, ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Je vous donne un exemple simple. On préfère travailler avec des entreprises bretonnes que des entreprises d'un niveau, je veux dire, national ou international. Par exemple, on va faire en sorte de travailler avec Brescola plutôt que Coca-Cola. Voilà. Quand on peut le faire, on le fait. Après, on ne le fera pas à n'importe quel prix, mais quand on peut le faire, on le fait. Et c'est aussi une des particularités du Vieille Charrue d'essayer de travailler avec les acteurs économiques locaux et régionaux pour réussir à monter le festival. Ok. Le livre a été chez Copraise, hein. C'est vrai. À Spézette. C'est vrai. 1986, Gérard, malgré toutes les galères, il y a une édition numéro 2 de Roxane. Mais elle a lieu dans un stade de fou. Ouais, c'était une catastrophe. On était déjà. En fait, on était vraiment. Après Athènes, on était morts. Et la mairie de Brest nous a dit voilà, c'est le début de justement de cet engouement. La mairie de Brest dit mais non, mais nous, on voudrait que vous fassiez un festival chez nous parce que Brest, c'est mort l'été. Et on a fait ce festival. Alors, c'était formidable parce qu'ils nous donnaient une subvention de 500 000 francs et le stade Francis Leblet. Alors, pour nous, c'était jamais arrivé ce truc-là. Donc, et c'était en fait, voilà, un festival, c'est pas dans un stade. Et donc, en plus, c'était Pasqua, le ministre de l'Intérieur à l'époque, et il avait mis des CRS autour du stade. C'était un camp retranché, toute la jeunesse qui était là n'avait pas du tout envie de. D'abord parce que peut-être ils avaient quelques choses illicites sur eux, j'imagine, enfin, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, au lieu de 30 000 spectateurs, on s'est retrouvé avec 6 000. Et là, ça a été la fin de la fin. Pourtant, il y a des programmations formidables. Hein. Il y avait Kid Creole de Coconut. James Brown. James Brown, il y avait. C'était une programmation de dingue. Mais les gens ne sont pas venus parce qu'effectivement, ils veulent aller au camping, ils veulent être. Un stade, c'est pas un lieu de fête, enfin de fête musicale en tout cas. Alors, ce que je ne savais pas, et ce que j'ai découvert dans le bouquin, mais à mon avis, ce que ne savent pas beaucoup de gens, c'est qu'il y a eu quand même une autre édition d'Elixir. Oui, parce que. À Badalec. Voilà. Alors, je côté de Quimperlé. Voilà, parce que moi, après Brest, je dis plus jamais je fais le festival, plus jamais. J'ai décidé qu'à partir de. Bon, maintenant j'en ai un bon, mais à ce moment-là, je pensais que ce serait fini pour moi les festivals. Et les gens qui avaient déposé le nom Elixir, Remember, bah eux, ils ont décidé de faire un festival avec le nom Elixir. Mais là, ça a été la catastrophe. Parce que non seulement, la programmation était assez faible, et en plus, ils ont laissé des dettes. Moi, nous, on n'a laissé aucune dette. Eux sont partis comme des voleurs, des voyous. Non, c'était vraiment. J'espère que la joie qu'il y a quelqu'un qui me filme. Pas tous qui pas voulu. Non, mais en tout cas, ça a été une bérésina locale. Et après, plus jamais. Donc plus jamais, tu es lavé des festivals avec tes potes, toujours tes potes de l'époque, tu montes une société de production audiovisuelle, Morgan Production, et vous partez donc dans la production télé, choses comme ça. Et puis un jour au Francophonie de La Rochelle, Jean-Louis Fouquier passe la main. Et non, en fait, je produis une émission de télévision avec Jean-Louis Fouquier. Voilà. C'est vrai. On fait une émission qui s'appelle Captain Café. Et là, on fait une émission avec Fouquier, et il me dit. Tu as l'air de bien connaître la chanson française, est-ce que tu veux pas prendre les francophonies? Oui, j'ai dit oui tout de suite en fait, voilà. Et je me retrouvais avec de nouveau mais entre les Elixir en 85 et les francophonies en 2004,
le monde avait changé. C'est-à-dire que, d'abord, moi j'avais changé, j'étais aussi plus organisé, plus responsable. On avait vieilli. Et surtout, le monde du festival il y avait des systèmes intermittents, tout était organisé, presque trop, hein, parce que du coup, aujourd'hui, c'est vraiment les règles du travail, etc. C'est très contraignant. Je comprends pour chacun. Mais c'est vrai que c'est plus du tout la même. Et puis, beaucoup, il y a du matériel pour tout. Il y a le cashless, à gauche. on peut acheter la billetterie sur Internet. Le monde a réellement changé. Et d'ailleurs, ça a changé aussi au niveau des artistes. Il y a des agents, enfin des tourneurs. Tout ça est extrêmement Tous les organisé autres aujourd'hui. plastifiés. Alors, voilà. Comment? Ah oui, oui. Oui. Oui, le plaisir est quand même de retrouver la programmation, l'excitation d'être devant une scène. Le plaisir, c'est quand tu es au bord de la scène et que tu vois, lui j'en vois 40 000, 50 000, moi j'en vois 12 000, et que tu es responsable du mariage de l'instant. Il y a un an avant, les gens ne savaient pas qui serait là, l'artiste ne savait pas qui serait là, et tu proposes un mariage, et un an après, tu es sur le bord de la scène, alors tu peux crier à personne, hein, et l'artiste il s'en fout, c'est toi. Mais toi, tu sais que cet instant-là, cet instant de joie, cet instant de bonheur, 82, 84. ça c'est extrêmement mégalo, mais c'est extrêmement joli. Et ça c'est un plaisir incroyable, une émotion forte, tu réussis ce mariage. Et quand tu ne réussis pas, c'est terrible, hein, parce que il est arrivé des fois de ne pas réussir et tu devais voir l'artiste après le concert, il n'y a eu personne, tu n'étais pas heureux. Mais quand tu réussis le mariage, c'est un truc génial. Alors, Et encore plus quand tu as mis dans la programmation des artistes que le public ne connaissait pas. Alors là, je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, les Paroles Stellaires, beaucoup de gens qui étaient en francophonie. Et là, les gens sortent de là avec la banane, c'est génial. Alors, Morgane, depuis a racheté le Printemps de Bourges, racheter, c'est pas des mots, le succès des métiers. Oui, mais alors, c'est quoi? C'est une stratégie qu'une boîte audiovisuelle soit présente dans des festivals, et l'idée c'est d'en avoir plus? Il n'y a pas de stratégie en fait, c'est des rencontres avec. Vraiment, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas de stratégie. D'ailleurs, quand on a repris les francophonies, on ne savait pas qu'un jour, tout ça deviendrait un marché. C'était juste comme ça, Poutier qui nous demande, on y va, on fonce. Et après, on s'aperçoit que c'est formidable parce que le festival nourrit la télévision, la télévision nourrit le festival. Voilà, après Colline, vous avez bien repris les Franco, moi j'ai 70 ans, on va 68, est-ce que les parents. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, le monde, c'est extrêmement organisé, mais tous les artistes appartiennent à des grands groupes maintenant. Et si nous, on n'est pas un peu fort, alors lui, il est fort tout seul, nous, parce qu'il a 50 000 personnes par soir, nous, c'est des petits festivals, le Printemps de Bourges et les francophones. Donc si on n'est pas fort en face des grands groupes, on ne représente rien. Aujourd'hui, tous les artistes français appartiennent tous quasiment à Fimalac, hein, parce que Fimalac c'est la vraie charrière. C'est un milliardaire, ouais. Donc, Français. Ils appartiennent à des grands groupes. Donc si nous on est tout petit, moi je vois aujourd'hui il y a plein de festivals qui viennent me voir en me disant vraiment tu ne peux pas nous aider parce qu'on n'est plus à la hauteur. Alors soit on reste microscopique, et c'est vraiment formidable, hein, il y a des festivals vraiment sympas, tout petits, on n'est pas obligé de grandir. Mais si on veut avoir des artistes un peu forts, il faut être fort. Alors, les vieilles charrues, c'est fort, mais alors, est-ce que c'est quand même compliqué? Non, mais comme disait Gérard, le marché s'est professionnalisé, c'est même industrialisé. C'est plus un marché régional, c'est pas un marché national, c'est un marché international. Les tournées des artistes se calent par continent, même plus par album, par continent, et après par continent, et bien c'est une bataille entre pays, avec ces fameux producteurs qui on passe pour acheter des concerts. Avec une concurrence potentiellement qu'on peut qualifier de déloyale, parce que ces mêmes producteurs sont aussi propriétaires ou copropriétaires ou co-organisateurs ou coprogrammateurs de festivals. Donc c'est-à-dire que celui à qui on va faire une demande pour voir si un artiste tourne va lui aussi organiser propres événements. Donc c'est un concurrent. Donc c'est potentiellement un concurrent. Tout dépend, après il y a des relations de confiance. Surtout s'il veut l'avoir en exclusivité dans son festival, il ne va pas le vendre à ton festival. Exactement. Après, c'est d'essayer de recouper les informations pour savoir si nos offres, il les a passées, comment il les a passées, comment il les a défendues. Mais là, on rentre vraiment dans des sphères qui sont actuelles. Hein, depuis 2-3 ans, c'est des vraies batailles. Et on voit que en France, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Suisse, en Belgique, il y a des festivals bien identifiés, qu'on connaît, qu'on maîtrise, on sait leur pouvoir financier par rapport à des offres qu'ils peuvent faire à des artistes. On se rend compte aussi depuis 2-3 ans qu'il y a des festivals, par exemple un en Pologne, j'en ai jamais entendu parler,
sur un artiste, on va dire middle chez nous, donc pour lequel quand même on va lâcher un budget de 300 000 €, c'est une somme assez importante par rapport à un bel artiste. Et bien ce même artiste-là, qu'on devait confirmer 2 jours plus tard, a été non confirmé parce qu'un festival polonais mettait 3 fois plus d'argent que nous. Et là on peut juste pas lutter. Mais ils mettent 3 fois plus d'argent parce qu'il n'y a pas la loi E20, donc il y a des partenaires d'alcool, de cigarettes. Ils mettent des billets à 90 €, 100 € la journée. La bière, elle est à 7, 8, 10 €. Donc on ne joue pas dans la même cour. Après, il n'y a pas de loi qui interdit ça. Que ce soit un festival à 100 €, 150 € la place, qui soit gratuit ou autre. Après, il faut juste avoir un projet artistique, avoir une idée vraiment précise du festival, de ce qu'on veut proposer au festivalier. C'est le festivalier qui va réguler, qui va dire oui je veux, non je veux pas. Maintenant, quand la matière première, qui sont les artistes pour nous, on doit proposer au public, on n'a pas, même si on a les moyens financiers, au Chariot aujourd'hui, on a les moyens financiers d'aller très très loin, très très haut dans des offres. On a même bossé sur des projets qu'on n'a pas pu proposer encore aujourd'hui, mais on est allé très très loin. Vraiment l'idée de faire rêver les gens. Budget de programmation des Chariots, je vous le rappelle, 4,5 millions d'euros. Ça, c'est même pas le prix des Rolling Stones. Bah, ça a augmenté il n'y a pas longtemps. Mais c'est ce genre de cachet. Donc voilà, c'est des montants colossaux, des prises de risque colossales, avec un univers aujourd'hui où les règles du jeu sont plus les mêmes. Et effectivement, même si un festival des Vieilles Charrues est un gros festival, avec effectivement à peu près 70 000 personnes par jour, un Stade de France qu'on a à la campagne à Carhaix, eh bien, si on n'a pas ces têtes d'affiche qui font rêver les gens, parce que la plupart des festivaliers, eux, ce qu'ils regardent, c'est quel artiste va venir, qu'est-ce que vous nous proposez, j'aime, j'aime pas. On est dans une société de consommation maintenant de jetables. Il y a quelques années, on allait faire le tour des rayons pour acheter les disques. Les disques, on l'achetait, on avait déjà mis plusieurs semaines pour mettre l'argent de côté. Le livret, on le connaissait par cœur. Aujourd'hui, avec les YouTube, Deezer, etc., on prend un titre, on le jette immédiatement. Et qu'un artiste qu'on programme aujourd'hui, plutôt je disais tout à l'heure, quand on commence à discuter de là maintenant pour 2019, ça va s'accélérer en septembre 2018 pour 2019. Qu'est-ce qui me fait croire qu'un artiste en septembre 2018 sera encore au top en 2019? Parce que potentiellement on aura encore des billets à vendre en juillet 2019. C'est très compliqué d'arriver à imaginer cette programmation-là, et surtout auprès de nos nouveaux publics, les jeunes qui n'ont pas du tout les mêmes habitudes culturelles que nous on a pu avoir pendant notre jeunesse et les codes que l'on a aujourd'hui. Et c'est ce public-là qu'on doit aussi éduquer pour les prochaines éditions, parce que ce seront aussi nos futurs festivaliers avec vous. Le Festival des Vieilles Charrues est un héritier direct du Festival Elixir. C'est un festival qui s'appuie sur le bénévolat. Il y a quand même un avenir pour ce genre de festival, où il va falloir trouver des associations, des choses comme ça, pour exister dans le futur. Alors c'est vrai, quand on regarde le modèle de construction, la bande de copains qui a imaginé le festival pour proposer une offre artistique sur son territoire, c'est la même histoire que les Vieilles Charrues. Le mode opératoire est un peu le même, à savoir que jusqu'au début des années 2000, c'était des bénévoles qui organisaient l'événement. Alors on est passé de 2 000 à 3 000 personnes sur les premières éditions, on va dire, avec des concerts, à 40 000 la dernière année en centre-ville à Carhaix, avec James Brown, un flambeau qui se passait également à ce moment-là, et que là ils se sont rendus compte que gérer autant de personnes en ayant un boulot à côté, et puis pas forcément le temps, il y a une famille, aussi des familles, eh bien c'est du temps, c'est du risque financier, mais du risque aussi pour des présidents ou des directeurs, des risques au civil et au pénal. Donc ils ont décidé de continuer l'aventure et de structurer ce qui était la bonne idée à l'époque, en embauchant des personnes professionnelles ou qui se sont professionnalisées avec l'expérience pour continuer l'événement. Mais une des particularités des Charrues, aujourd'hui c'est 14 personnes à l'année, une petite équipe par rapport à l'organisation que l'on a, c'est 700 feuilles de paie qui sont faites directement par le festival et 1500 personnes qui sont embauchées indirectement. Et à côté de ça, c'est 6800 bénévoles qui viennent prêter main forte pour accueillir, je veux dire, à tous les étages de la fusée, que ce soit des campings, des parkings, jusque dans les loges artistes, ces bénévoles qui nous filent le coup de main. Ils sont recrutés par association, c'est une centaine d'associations, et ces associations, pour les aider dans leurs propres projets, eh bien on leur reverse un don. En
en fonction du nombre d'heures et du nombre de personnes dans l'association. Et chaque année, c'est 125 000 € en moyenne qu'on reverse pour leur propre projet sur le territoire. C'est ça aussi l'histoire des Vieilles Charrues. S'il n'y a plus ça, c'est plus la même histoire. Et nous, on ne veut pas justement devenir un autre type de festival. C'est ce qu'on sait faire, on sait le faire comme ça, on ne sait pas le faire autrement. Pour terminer, un ou deux grands souvenirs d'un concert aux Vieilles Charrues. Il y en a beaucoup, c'est pas facile, c'était pas prévu. Non, non. Dans les grands souvenirs, Springsteen, par exemple, on accueille Springsteen pour la seule date en France en 2009. Voilà, d'avoir le boss à Carhaix. Grand concert, ça nous fait marrer parce que quand on voyait sur le t-shirt la liste des villes, en voyant New York, Moscou, Berlin, Barcelone et Carhaix. Ça nous a fait marrer. Et puis il y a eu des très grands concerts, un moment important avec Mathieu Chédid en 2013. C'était un concert particulier pour nous et pour lui parce que c'était la première année sans Jean-Philippe, notre coprésident copromateur. Et il y a eu un moment vraiment magique, un hommage qui a été rendu. Et puis un concert, pas le dernier, mais en 2010 de Muse. Donc c'est la première année où là c'était vraiment des grandes stars de stade et tournées mondiales. Et on savait qu'il y avait une alerte orage importante qui allait nous tomber dessus. Alors du fait qu'il y ait 2 rivières autour de Carhaix, on se dit on va peut-être avoir un peu de chance. Et à 10h pétantes, ça a bien bastonné. Et franchement, sur 10 groupes, il y en a 9 qui ne vont pas jouer. Et qu'un peu à la Jean-Claude Camus, on se serait retrouvé à dire c'est la mort dans l'âme qu'on va annuler. Et en fait, Mathieu Bellamy et la bande, voyant que le public restait, il y avait plus de 60 000 personnes sur place, se sont dit on va y aller. On ne sait pas combien de temps on va pouvoir jouer, mais on va y aller. Et là, ça pleuvait, mais sur la scène, dans la scène, il y avait un mec qui essuyait les caisses de la batterie, et l'autre qui se prenait des châtaignes à la guitare. Il y avait à l'époque sur ce concert-là des lasers dans tous les sens. Et avec la pluie et tout, ça a donné un concert absolument magique. Et c'est un de leurs meilleurs souvenirs, un de nos meilleurs souvenirs aux Vieilles Charrues. Je pense que celui de Dépêche Mode cette année, ça va être grand aussi. On va voir. Gérard, la même question. Bon, si tu veux qu'il va pleuvoir pour Dépêche Mode. Il pleut jamais, carrément. Non, j'ai pas de souvenirs. Moi, j'étais un fan des Clash, un grand fan des Clash. C'était le prolo. Et donc, quand on a eu ces problèmes à Athènes, les Clash, ils voulaient être en bus, pas de limousine. Mais quand on a voulu aller chercher les Clash à l'aéroport, tous les bus étaient partis, parce qu'ils avaient peur de brûler avec les émeutes. Donc je suis parti avec 2 taxis. Je suis arrivé en retard à l'aéroport, parce que je ne savais pas qu'il y avait 2 aéroports à Athènes. Et là, je vois les Clash, ils cherchaient, ils étaient avec leur guitare, ils cherchaient qui de venir les chercher, et c'était moi. Et on s'est retrouvé avec des 4 Clash, moi et moi dans le taxi, j'étais avec mes stars. Bon, ça remonte dingue. J'étais avec Joe Strummer dans un taxi à Athènes. Voilà, c'est un truc galère. Et puis sinon, voilà, pareil, sur l'histoire de bagnole, je me suis retrouvé avec Country Joe McDonald qui avait été la star de Woodstock. Et j'étais allé chercher le matin à Quimper, à son hôtel, il était 6h du matin, puis il devait prendre l'avion pour aller jouer à Berlin, je crois, où il était passé par Paris. Et voilà, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, je suis parti avec la voiture de Quimper jusqu'à Dipava, mais à Châtelain, on ne tombait en panne d'essence. Il était 7h du matin, il était avec sa guitare, ses mômes, et j'ai fait du stop. Et il y a une femme, que si jamais quelqu'un la connaît, que j'aimerais la retrouver, qui a pris Country Joe McDonald en stop. J'ai dit écoutez, il faut l'amener à l'aéroport à Dipava. Manifestement, il a dû y arriver parce qu'il n'est pas en train de. Enfin, ou à moins qu'il s'était pris une maison du côté de Châtelain. Mais voilà, donc. Voilà, moi c'est ce genre d'anecdote. Je me souviens aussi du fait là qui voulait absolument qu'on sacrifie une poule noire avant son concert. Il n'y a pas de poule noire dans le Finistère Nord, donc on a pris une poule blanche, on a pris une bombe, on a peint la poule et on a sacrifié la poule noire. Peut-être qu'on n'aurait pas dû, parce qu'après on a eu plein de malheurs. Mais lui, il a fait un super concert. Voilà, bon, ce genre de souvenirs sont assez. Oui, et d'ailleurs le lendemain, fait là. Alors je ne sais pas si c'était volontaire ou pas volontaire, mais en tout cas il est parti et on a retrouvé deux musiciens sur la dune qui cherchaient vaguement où était le bus pour repartir. Et nous on ne savait pas où ils allaient. On les a mis dans le train à Brest et à Paris, quelqu'un les accueillir quand même. Donc c'était une époque assez folklore quand même. Voilà. Elixir, l'histoire du premier grand festival français. Merci Gérard, merci Jérôme. Bon, merci.